Mobilité TV, table ronde sur les formations autour de Bertrand Rick, autorecrute, mais aussi l'Argus, bien sûr. Bonjour. Avec lesquels nous serons en compagnie d'Isabelle Mainbourg, la secrétaire générale de l'OPCO Mobilité. Bonjour. Virginie de Pierrepont, la présidente du GNFA. Bonjour. Et Xavier Oran, bien sûr, délégué général du CNPA. Qu'est-ce qu'on peut attendre des évolutions, des révolutions en cours sur un sujet aussi important que la formation? On a bien compris que c'était peut-être même un des sujets clés des politiques gouvernementales. Surtout avoir la main-d'œuvre disponible et formée à temps, c'est-à-dire maintenant. Et on a tous le même problème autour de la table, c'est que ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que ce sujet est sur la table, et ça fait des années qu'on voit que on ne trouve pas les personnes qui sont compétentes pour faire tous les métiers de l'automobile. Mais maintenant, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le digital a pris la place partout dans nos métiers, et le digital, c'est aussi une formation extrêmement spécifique, extrêmement complexe à mettre à disposition des candidats. Et aujourd'hui, c'est encore un secteur où on est encore en retard, où les gens ne sont pas formés, et le nombre de gens formés sont extrêmement faibles en quantité. Donc on a tous le même problème. Tout cela sur fond de situation de l'emploi qui n'est toujours guère plus favorable. Dans les métiers, elle l'est. Dans nos métiers de l'automobile, exactement. Et pourtant, on a des milliers d'emplois dans l'automobile qui ne sont pas servis. Donc c'est ça où on a un gros problème en France, c'est qu'il y a un nombre de chômeurs qui est époustouflant, 3,5 millions quasiment. Et pourtant, moi j'organise tous les semestres des salons emploi. Je n'arrive pas à trouver le nombre de candidats nécessaires pour remplir les besoins de mes clients. Le drame français depuis, hélas, beaucoup trop d'années, c'est qu'il y a des jeunes qui sont sans métier et des métiers qui sont sans jeunes. Encore une fois, et effectivement, Bertrand et Virginie viennent de le dire, il y a métier et métier, il y a secteur et secteur, et les compétences ne sont pas proportionnées. Les problèmes ne se posent pas de la même manière selon les secteurs, selon les entreprises, selon les régions. En tout cas, l'une des clés de la réforme, en plus de ce qu'ont dit Bertrand et Virginie, c'est le sujet de la compétence. Et c'est le sujet clé qu'a voulu mettre au cœur de cette réforme le gouvernement à fort juste titre, parce qu'on parlait à l'instant du taux de chômage. Le taux de chômage est d'un peu moins de 9% aujourd'hui, il faut s'en réjouir. Il baisse très lentement, mais il baisse. Mais lorsque vous regardez les problèmes de qualification, et notamment les personnes qui sont non qualifiées, le taux de chômage est en réalité de 18%. Donc le problème des compétences et de l'évolution des compétences à un moment clé de l'économie et pour le pays, et quand on revient à notre secteur qui est lui-même impacté par des transformations technologiques absolument majeures, le sujet de la compétence est un sujet clé par nature. Donc la réforme de la formation professionnelle, qui est extrêmement complexe, est à bien ramener à l'aune de ce défi essentiel pour l'économie et tous les secteurs d'activité, en particulier la filière automobile, c'est de bien remettre la compétence au cœur du système que nous sommes en train de construire. Au passage, Isabelle Mainbourg, on a quand même, je ne sais pas comment appeler ça, un tour de passe-passe. On a transformé la NFA en OPCO. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors tous les OPCA en fait ont été transformés en OPCO, avec une grande chance pour les secteurs des services de l'automobile, elle fait partie maintenant d'une maison beaucoup plus commune autour de la mobilité, donc où on pourra apporter tout notre savoir-faire et notre expertise, notamment sur le financement de la formation des salariés, mais également celle des jeunes et le développement de l'alternance pour répondre aux enjeux que nous avons aujourd'hui autour de la qualification. Et vous êtes toujours collecteur et dispensateur de toutes ces largesses? Alors collecteur jusqu'en 2021, puisqu'après ce sont les URSSAF qui reprendront le flambeau de la collecte. Et effectivement, nous avons toujours la mission de financement de la formation professionnelle. Le but étant de faire des économies, de mieux gérer Alors bien évidemment, les OPCO, pas que l'OPCO Mobilité, mais les OPCO sont en charge d'une optimisation des moyens et de la mise à disposition des ressources là où on en a le plus besoin. Virginie de Pierrepont, quand vous avez besoin de financer des formations, puisque c'est votre métier. Vous allez tendre la sébille chez Isabelle Mainbourg? On allait auprès de la NFA et demain on va aller auprès de l'OPCO Mobilité, oui. Les enjeux d'aujourd'hui, effectivement, on en a parlé, ce sont les compétences. Le GNFA, en tant qu'organisme de formation de branche, de la branche des services de l'automobile, travaille essentiellement aujourd'hui sur la formation continue des salariés. Bien sûr, il faut former de nouveaux jeunes pour entrer dans nos secteurs d'activité, mais il faut aussi maintenir la compétence
compétences de nos emplois actuels, puisque le secteur de l'automobile évolue à vitesse grand V, et qu'on se doit de maintenir les compétences de tous pour arriver à relever les défis technologiques et énergétiques qui nous attendent dans les années à venir. Quand la puissance publique se dit qu'il faut quand même peut-être mettre un peu d'ordre dans ces problèmes de formation, c'est parce qu'il y avait des secteurs vertueux. Il paraît que l'automobile en fait partie. Si vous me permettez de dire un mot là-dessus, parce que la transformation des OPCA en OPCO, il n'y a pas qu'une question de lettres. Il y a une lettre qui change, mais en réalité, c'est toute une philosophie qui change de manière absolument systémique. Je pense qu'il faudra plusieurs années de recul, probablement, pour voir si le gouvernement a eu raison de bousculer les partenaires sociaux pour les inviter, je mets invité entre guillemets, à construire ces fameux OPCO. Mais en tout cas, dans les lettres qui restent, vous avez un opérateur de compétences, en ce qui nous concerne, de mobilité qui s'est mis en place. Mais les lettres qui bougent, déjà le C de collecteur disparaît, le P de paritaire disparaît, alors que les OPCO restent bien entendu des institutions paritaires, et le C devient vraiment le C de compétences dont on parlait à l'instant, donc je n'y reviens pas. Mais il y a une question de philosophie qu'il faut bien avoir en tête au départ pour comprendre la manière dont le gouvernement a voulu, vous disiez à l'instant, mettre de l'ordre. Le gouvernement a sans doute voulu mettre de l'ordre parce que les partenaires sociaux n'étaient pas suffisamment mûrs eux-mêmes pour le faire. Ça, c'est une première réflexion. Et la deuxième, c'est que le CNPA, qui a la tutelle politique de l'ensemble de ces organismes paritaires, avec bien entendu nos partenaires sociaux, mais on en a la responsabilité politique et opérationnelle, nous avons pris les devants de cette réforme. Ce n'est pas une réforme sur laquelle nous sommes arrivés à reculons ou de biais qui nous a été imposée. C'est une réforme que nous avons voulu mener avec nos partenaires sociaux parce qu'elle correspond en réalité à la stratégie que nous avions avec la NFA, avec le GNFA, pour constituer un écosystème de compétences, mettre en place des synergies qui permettent finalement d'abattre de trop nombreux silos quand on parle de formation professionnelle. Quand on est à la place d'un client, d'une entreprise, d'un salarié, d'un jeune ou d'un demandeur d'emploi, l'important, c'est que les choses soient concrètes, accessibles, compréhensibles, plus simples. C'est aussi une des raisons qui a présidé à cette réforme, qui est très complexe dans sa conception générale. Mais encore une fois, en termes de philosophie, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre profession au niveau automobile, qui était, vous le disiez, vertueuse en termes de financement, et ça je pense qu'il faut le souligner, parce qu'il y a beaucoup eu d'articles par vos confrères, souvent à juste titre, sur les questions d'opacité de la formation professionnelle et son financement. Ce n'est pas le cas dans la filière automobile, parce que nos organismes paritaires ont une qualité de gestion qui a été reconnue au plus haut niveau du gouvernement. Et dans cette réforme de la formation professionnelle, et j'arrêterai là, c'est pas un hasard si cette réforme a été lancée dans une entreprise de la profession, en l'occurrence le groupe Morel, et nul hasard non plus si le fameux rapport qui a ensuite invité les partenaires sociaux à se mettre d'accord pour constituer des OPCO s'est fait à Guyancourt, dans notre nouveau site de campus des services de l'automobile et de la mobilité. Dans les deux cas, la réforme a été menée chez nous. Nous avons apporté un certain nombre d'éléments au gouvernement pour construire les bases juridiques sur lesquelles il nous paraissait réunir les meilleures conditions possibles pour les entreprises et les salariés. Et la réforme, quelque part, s'est conclue également sur l'un de nos sites. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de cette réforme dans les métiers de l'automobile? Je pose d'abord la question à Bertrand Ric. Moi, je pense que c'est nécessaire, mais j'aimerais un petit peu élargir le débat parce que la formation, c'est bien. Mais moi, le problème que j'ai surtout à la base, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de candidats. Et former, c'est bien, parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui évoluent et qui grandissent pour satisfaire nos besoins. Mais moi, mon problème que j'ai surtout avec tous mes clients, et que j'ai d'ailleurs moi-même avec le groupe Argus, c'est que l'input, le nombre de candidats disponibles sur le marché est beaucoup trop faible. Et là, autour de la table, on est tous fautifs. Moi, le premier, je pense qu'on a... Et vous participez aussi à ce problème-là, vous, journalistes, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne trouve plus de jeunes, on ne trouve plus de personnes qui ont envie de rentrer dans ce secteur-là. Et c'est vrai, tout corps d'État, que ce soit carrossier, je vais vous donner un exemple très simple. Là, c'est la 11e édition du Salon Emploi que nous avons fait au mois d'avril dans les locaux de l'Argus. Ça fait 6 ans qu'on le fait. Là, j'organise pendant les 3 prochains mois une tournée en France. Vous ne pouvez pas imaginer, excusez-moi le terme, la galère pour faire venir des candidats. Et pourtant, ces salons-là, il y a RG, il y a Renault, il y a BMW, il y a Como. C'est que des belles marques, que des beaux groupes qui viennent avec des vrais postes, avec des vrais besoins. Et des postes, vraiment, c'est pas du flanc. C'est des postes disponibles tout de suite. Pour faire venir des candidats, pour s'inscrire au salon, vous imaginez pas ce qu'il faut faire en digital, du point de vue communication, pour les faire s'inscrire.
Et le jour J, on n'a même pas un tiers de gens qui se déplacent. Et c'est gratuit, je ne les ai pas forcés en rien. Donc là, on a un gros problème. C'est la réalité du marché du travail aujourd'hui, d'un rapport un au marché travail qui est profondément changé. Et on doit trouver aussi tous ensemble les clés pour qu'on donne envie aux jeunes et aux gens qui ont envie de se reconvertir, de revenir dans ce secteur-là, parce qu'il y a énormément de besoins. On n'est plus en face, d'ailleurs, le marché, le nombre d'emplois ne baisse quasiment plus dans le marché. On est tombé à un stade stable. Il y a non seulement des besoins, mais les postes que nous proposons tous autour de cette table, et effectivement pour le compte de nos entreprises, sont des postes qui sont ultra majoritairement en CDI. Et très intéressant. Ce sont des contenus de postes qui sont parfaitement bien bordés avec des parcours de formation que nous avons réussi à mettre en œuvre au niveau de la NFA et du GNFA avec un certain nombre de partenaires qui sont d'extrême qualité. On ne le dit pas assez, ou on ne sait pas suffisamment assez bien le dire ensemble. Et c'est pour ça que cette réforme de la formation professionnelle, il faut se l'approprier et en devenir des acteurs, parce que c'est peut-être une des dernières chances que les partenaires sociaux, que les acteurs d'une filière ont, en l'occurrence la nôtre, pour prendre ce sujet à bras-le-corps et valoriser nos métiers de manière beaucoup plus puissante qu'on a pu le faire au cours de ces dernières années. On a monté une semaine des services de l'automobile et de la mobilité au niveau de la NFA et du GNFA. Je pense que tu voudras sans doute en dire un mot, mais il faut aller sans doute beaucoup plus loin, ensemble. Est-ce qu'une des idées qui sous-tendrait la réforme ne serait pas de rapprocher des branches qui aujourd'hui vont dans la même direction? Tout ce qui roule n'amasse pas mousse. Effectivement. Alors, malheureusement, on a beaucoup parlé de mobilité ces derniers temps, et la façon dont on a pu parler de mobilité et de la voiture ont été contre nos métiers, puisque c'était quand même du car bashing. Donc les jeunes se sont désengagés de la voiture. On se rend bien compte, aujourd'hui, tous les jeunes citadins ne passent plus leur permis. Ils n'en ont plus besoin. Donc ce sont autant d'événements qui ont fait que les jeunes se sont éloignés de l'automobile. Aujourd'hui, on doit les réinvestir, on doit promouvoir nos métiers en utilisant certainement l'évolution des technologies, le partage de la mobilité, et un rapprochement avec les transports prend alors tout son sens, puisque effectivement, nous avons des vendeurs automobiles dans nos concessions et nous formons les concessions VI, par exemple, qui peuvent avoir besoin de passer des poids lourds. Dans les transports, ils passent des poids lourds, mais ils ont aussi des ateliers intégrés dans lesquels ils doivent avoir des mécaniciens. Donc on a quand même des métiers communs, on a des intérêts communs, et on peut imaginer qu'une filière plus grosse, plus forte, va pouvoir aider et continuer à promouvoir ces métiers pour attirer les jeunes. C'est dans l'air du temps, mais est-ce que vous voyez pour autant former des conducteurs de poids lourds? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Et après, il va falloir trouver les synergies adéquates entre les uns et les autres pour faire en sorte de créer une nouvelle filière de la mobilité qui soit forte et qui soit présente là où elle doit l'être. Et qui communique. Qui communique. De toute façon, on voit bien que les modes de représentation et de communication par rapport à l'automobile et à la mobilité ont totalement changé. Que ce soit dans les salons de l'emploi, ou les salons, le mondial, le fameux mondial de l'automobile, où une décision d'ailleurs est tombée aujourd'hui, on voit bien que la manière dont on doit penser et représenter l'automobile a changé de manière déjà radicale. Nul hasard d'ailleurs si dès 2015 la NFA s'est appelée l'organisme des services de l'automobile et de la mobilité. Donc le tournant a été pris, mais plus globalement dans cette réforme de la formation, ce qui est aussi une bonne nouvelle par rapport aux jeunes, le message que je passerai, c'est que nous sommes dans un secteur de la mobilité qui est un secteur de pointe et qui est un secteur d'avenir. Cet ensemble évolutif, avec des technologies absolument exceptionnelles, y compris sur le plan de l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a une exubérance quand même autour de la mobilité qui est présente, qui est très prometteur pour un jeune ou des familles qui sont en train de réfléchir par rapport à l'avenir de leurs enfants, et donc il faut investir ce terrain-là. Mais dans les 11 OPCO, puisque le sujet de cet après-midi c'était ces fameux OPCO, il y a 11 OPCO qui ont été agréés par l'État depuis le 1er avril dernier. C'était pas un 1er avril, c'était une bonne date, parce que ça consacrait un travail qui a été effectué par les équipes, que je salue au passage, qui sont dirigées par Patrice Omnes, présidées pour le GNFA par Virginie, et pour la NFA par Bernard Guyot. Il y a eu un travail de fond qui a été absolument fantastique, qui a été réalisé. La bonne nouvelle tout de même par rapport à nos enjeux, c'est qu'en France, dans le découpage socio-économique des grands secteurs d'activité, il y a le secteur de la mobilité qui est présent. C'était quelque chose qui n'allait pas forcément de soi, qui aurait été d'ailleurs stupéfiant s'il n'avait pas été retenu, puisque nous sommes sur un secteur stratégique par rapport à l'économie française et, j'allais dire, européenne, le tout dans un contexte évidemment très, très, très mondialisé. Cet ensemble pèse tout de même 1,6 million de salariés, va peser environ 250 000 entreprises, 50 000 alternants,
et dispose désormais d'un budget d'à peu près 500 millions d'euros. C'est quand même pas neutre. Et ce projet, encore une fois, a été monté dans les meilleures conditions possibles parce que les services de l'automobile ont été extrêmement vertueux dans la manière dont ils ont conduit la formation professionnelle au cours de ces dernières années. Qu'il y ait des enjeux très pressants aujourd'hui, on a beaucoup de travail à faire ensemble. La question initiale était, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dilution si on regroupe les branches et qu'on met tout le monde dans le même... Je ne veux pas être trop long dans mon propos par rapport à mes trois confrères et consoeurs, mais sur le plan stratégique et politique, le rapprochement est inéluctable. Oui. Il est pertinent et donc il valait mieux aller au-devant de cette réforme au niveau des partenaires sociaux et d'envisager les secteurs avec lesquels nous étions les plus à l'aise pour conduire des réformes aussi complexes, mais au-delà d'être à l'aise ou de ne pas être à l'aise, il y a un sujet mobilité, il y a un sujet de décloisonnement d'un certain nombre de dispositifs et de mutualisation d'un certain nombre de fonds dans un seul but, les entreprises, les salariés, les jeunes et les demandeurs d'emploi. En 3 phrases chacun, qu'est-ce qu'il faut pour que Bertrand Rick ne se désespère pas quand il organise sa tournée de salon et qu'il y ait un peu plus de monde qui s'inscrive, oui. Qu'on se donne les moyens de communiquer sur notre branche, sur nos métiers. Et positivement surtout. Positivement, oui. Et en mettant en avant, je crois, ce qui peut permettre aujourd'hui d'attirer un jeune, à savoir les évolutions technologiques, les possibilités d'évolution dans les entreprises, parce qu'on n'en parle pas assez. Le jeune qui se forme à la mécanique aujourd'hui, ça peut être le directeur de concession de demain. Et des exemples dans nos entreprises, on en a beaucoup. Donc ça, il faut insister. La branche des services de l'automobile est aujourd'hui capable de former un jeune du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. C'est extraordinaire. Et ça, c'est fabuleux. Donc il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir le promouvoir et bien expliquer qu'effectivement, les métiers de l'automobile, ce sont les métiers d'avenir. Alors, Isabelle Mainbourg, participez à cet élan de MACT Animaux, Généraux et Puer. Là, on a fait une grande campagne aussi de promotion, une campagne télévisée, c'était la première fois. Voilà. Oui. Elle a quand même appelé beaucoup de commentaires positifs. Elle a réintroduit l'automobile dans un avenir proche. Et je dirais qu'il faut également qu'on prenne en main tous nos enjeux au niveau des transitions numériques, écologiques, énergétiques. Et ça parle aux jeunes. Et on peut faire tourner nos métiers autour de ça. Et l'action territoriale que nous mettons en place suite à la réforme également va nous permettre d'être au plus proche. En volume, c'est combien d'emplois en fait? Il en faut combien, quoi? Et à quel terme? À quelle échéance? 15 000 tout de suite. Pardon? 15 000 postes à pourvoir tout de suite. Quand les polices municipales recrutent, les gens font la queue pour s'inscrire. Ils ont 5 fois le nombre de postes à pourvoir. 15 000 postes à pourvoir immédiatement. Et le grand paradoxe, c'est quand on s'organise bien, vous avez des queues de jeunes pour, par exemple, tester la réalité virtuelle pour réparer les voitures de demain. Donc on a de très nombreux atouts. Moi, mon message, ça serait vraiment, mettons-nous en synergie, changeons d'échelle et abattons nos cloisons. Jean-Paul Sartre avait dit qu'il ne fallait pas désespérer Billancourt. C'était certes dans un tout autre contexte, mais on pourrait presque reprendre la formule, il ne faut pas désespérer de l'automobile. Tout à fait. Merci à vous, merci à Bertrand Rick, à Xavier Oran, merci à Isabelle Mainbourg et à Virginie Pierrepont d'avoir participé à cette table ronde sur les formations pour Mobilité TV.